qui a invité Michel Richard? Bonsoir, François Trudeau. Ça va bien? Ça va bien, vous? Super. Bienvenue. Ben, merci pour l'accueil. Directement des studios Cinétique, voici Julie Snyder. Bonsoir tout le monde! Ce soir, on auditionne directement sur notre plateau des candidates et candidats qui veulent participer à Occupation Double dans l'Ouest et on reçoit l'intrépide ex-policier Denis Côté qui a maîtrisé l'auteur de la tuerie au collège Dawson. Mais tout d'abord, il est né le 25 décembre, comme le Messie, mais il n'était pas le fils de Dieu, mais le fils du premier ministre. Avant de recevoir l'appel de la politique, il a été un bouncer dans un club de nuit, boxeur, prof de français et de théâtre. Il est le premier ministre du Canada depuis 6 ans. Et au moins pour 4 jours encore, voici Justin Trudeau. Vous êtes rentré sur un Au Canada rock. Est-ce que vous êtes un amateur de rock? Oui, oui. Puis vous avez même fait la une du magazine Rolling Stone où les Américains souhaitaient vous avoir comme président. C'était dans les premières années après 2015 où les gens avaient compris que le Canada, pendant un bon bout de temps, était un pays qui était moins présent sur la scène internationale avec le Parti conservateur. Il n'était pas en train de lutter contre les changements climatiques assez fort. Et donc, notre arrivée au pouvoir en tant que parti en 2015, ça a fait un petit splash. Mais nul n'est prophète en son pays. Avez-vous l'impression que vous êtes plus populaire ailleurs dans le monde encore? Bien, je pense que quand on parle de leaders progressistes dans le monde, on a pu faire des bonnes choses quand on a accueilli le monde ici, même avec Donald Trump à Charlevoix. On a fait des investissements pour la planète, pour les femmes et les filles, l'éducation. On a pu lutter contre les plastiques dans les océans. Tu sais, on a pu faire des grandes choses et je pense que les gens continuent à nous regarder comme étant un pays qui a très bien passé la pandémie, entre autres. Là, on fait les bonnes choses, les gens regardent ça. Avant-hier, il y a un homme qui a voulu se battre avec vous parce que vous faites face, pas juste au changement climatique, mais aux anti-vaccins. Est-ce que ça vous a aidé d'avoir été travaillé dans les bars, d'avoir fait face à toutes sortes d'individus? Est-ce que ça vous aide à garder votre calme? Ce que ça m'a enseigné dans les bars, c'est d'être d'abord diplomate, mais aussi d'être impossible à intimider. Donc, tu sais, si tu es dans un bar puis il y a quelqu'un qui te crie après, normalement, tu dis oui, merci, monsieur, mais c'est le moment de quitter. Non, non, tu veux te battre? Non, je veux pas me battre. On va vous sortir, puis on va faire ça tout gentiment. Alors, ce qu'on veut, c'est de résoudre la situation. C'est pas d'augmenter le conflit. C'est pas un jeu d'ego ou rien. Mais j'avoue, dans cette situation-là, il s'attaquait à Sophie. Et pour moi, tu sais, je peux avoir des foules qui me crient après quand les gens s'attaquent à ma famille ou d'ailleurs quand les gens se sont attaqués aux travailleurs dans les hôpitaux à travers le pays. Moi, je trouve ça difficile. Mais quand on attaque ceux qui sont vulnérables, ceux qui... Quand on touche à votre femme? Quand on touche à ma femme, certainement, là, je perds un peu patience. Je vous comprends. On sent que la sécurité est accrue autour de vous. Là. On sent que c'est plus dangereux peut-être en ce moment pour vous? On est dans un moment difficile parce qu'on est en train de prendre des choix importants. On est en train de décider que, oui, on va s'en sortir de cette pandémie par la vaccination. Puis on en connaît tous des gens qui sont en train d'hésiter un petit peu. On va continuer d'essayer de les convaincre. Mais il y a aussi des gens qui sont farouchement opposés à la vaccination. Qui sont extrémistes. Qui ne croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, souvent racistes aussi. C'est un petit groupe, mais qui prend de la place. Et là, il faut faire un choix en tant que leader, en tant que pays. Est-ce qu'on
Est-ce qu'on tolère ces gens-là ou est-ce qu'on dit, ben voyons, la plupart des gens, presque 80% des Québécois, ont fait ce qu'il fallait faire, se sont fait vacciner, on veut revenir aux choses qu'on aime faire. C'est pas ces gens-là qui vont nous bloquer. Maintenant, on est dans une 4e vague qui est presque entièrement des gens non vaccinés qui remplissent nos hôpitaux à travers le pays. À un moment donné, il faut mettre son pied à terre pour dire « Excusez-moi, là, mais il n'y a pas de débat sur la science, la façon qu'on va reprendre les choses qu'on aime faire. Il faut se tenir debout pour la vaccination. » Alors, oui, j'ai pris une position très dure contre ces gens-là. Le Parti conservateur a choisi d'être un peu plus mou. M. Blanchette, même au Bloc, il est un peu moins ferme sur la vaccination. Mais pour moi, si je suis quelqu'un qui suit la science et les experts, parce que je le suis, on est un gouvernement qui le fait, ça passe par la vaccination. Vous avez failli ne jamais devenir premier ministre parce que vous avez frôlé la mort à l'âge de 2 ans. Effectivement, c'était une expérience d'un chien qui était jaloux de l'attention du petit bébé qui m'a poussé dans la piscine. J'ai passé un petit bout de temps au fond de la piscine avant que les parents viennent me chercher, mais ça n'a pas laissé d'impact long terme. J'adore faire de l'apnée, j'adore nager. Puis on a des photos de vous avec votre père, vous êtes en couche quasiment dans un canot. Votre mère, elle capotait pas. Elle disait pas, tu vas tuer mon enfant. Lui, il n'a pas de ceinture de sauvetage. C'était la première fois que je faisais des rapides. Maintenant, je regarde cette photo et je vois très bien, c'est mon père qui guidait le canot. J'avais rien à faire. J'aurais pu être assis à rien faire. Mais il m'a dit, il fallait que tu rames, il faut que tu suives dans le V. Puis j'ai pris ça très au sérieux. On a une autre photo de vous plus tard. Ouais. Là, c'est votre père qui est en avant? Ça, c'est mon père en avant. Vous êtes en train de le tuer? J'étais en guide de rafting à Nouveau Monde, pas loin d'ici. Oui, on avait fait, c'était une petite, pas une vengeance, mais une façon de dire, oui, maintenant, c'est moi qui guide le bateau, mais il adorait ça. Quand vous étiez petit, vous pensiez que votre père était le boss du Canada? Effectivement. Mais écoute, c'est la façon d'expliquer ça aux enfants, là. Mais vous êtes rendu compte un jour, quand il a perdu ses élections, que... C'était les Canadiens, le boss. Ouais. Je travaille, moi, j'ai 36 millions de boss. C'est comme ça que ça marche. Puis comment c'était petit quand on pense que notre père est le boss du Canada, puis un jour, on se dit, hey, fais tes boîtes, il faut que tu sortes du 24 Sussex, là? J'étais jeune quand ça s'est passé. J'avais peut-être 9 ans. Donc, nous, c'était de changer de maison, une nouvelle maison. Et c'est seulement des années plus tard, parce que quand il a pris sa retraite en 84, quand il a pris sa fameuse marche dans la neige pour quitter la politique, il nous en avait parlé. Il nous a demandé notre opinion, j'avais 13 ans. Et j'avais apprécié ça. C'est seulement des années plus tard que j'avais appris qu'il avait songé de prendre sa retraite. Il avait annoncé sa retraite à la défaite de 79. Sans nous en parler. Et moi, ça m'avait fait un petit chicot, là, parce qu'on est tellement en famille, on faisait des choses ensemble, qu'il pense à quitter la politique complètement sans nous en parler, même si j'avais juste 9 ans, mais il nous en avait parlé quelques années plus tard. Puis vous, est-ce que vous parlez de ça à vos enfants? Parce que là, il y a plusieurs scénarios lundi, majoritaire, minoritaire ou défait. Est-ce que vous parlez de ça? Est-ce que vous dites à vos enfants, ça se peut qu'on déménage bien vite, ou ça se peut qu'on reste ici, ou ça se peut... C'est sûr qu'ils savent que, oui, il y a beaucoup en jeu, mais moi, j'essaye constamment, quand je leur parle, de détourner ça un petit peu. C'est moins ce qui va se passer à notre famille, on va se débrouiller. C'est vraiment la direction que va prendre le pays. Parce que, pour moi, la façon que je justifie avec mes enfants le temps que je passe pas avec eux, oui. Le travail que je fais, je travaille de longues heures partout dans le pays, je suis pas assez souvent avec eux, je le justifie en disant, je suis en train de faire des choses importantes pour le pays. Alors de dire ce qui serait dommage si on perd les élections, c'est que le travail qu'on est en train de faire pour lutter contre les changements climatiques, pour défendre les droits des femmes, pour amener des garderies, pour bannir les armes d'assaut, des choses comme ça, on irait peut-être dans l'autre direction. Je les rassure, je dis, on va gagner les élections, ne vous en faites pas. Mais sachez que c'est pour ça que je me bats. C'est pas pour qu'on puisse rester dans cette maison ou parce qu'on veut rester à Ottawa. Moi, ça me tente de revenir à Montréal, mais pas tout de suite, pas pour encore plusieurs années.
Puis, ont-tu peur que vous soyez sur la PCRE si vous perdez? Ils ont une anxiété économique? Je pense que j'ai pu rappeler que je leur ai expliqué que j'étais enseignant avant, puis je suis sûr que je pourrais me trouver une job d'enseignant maintenant. Vous allez avoir 50 ans, vous avez l'air d'en avoir 35. C'est le maquillage, c'est un très bon maquillage. Mais vous n'avez pas le goût de dire « Hey, moi, je pourrais faire plein d'autres choses. Je pourrais avoir une troisième carrière, une nouvelle vie. » Vous n'êtes pas tanné des fois, là? C'est pas facile et ça en prend beaucoup. Mais c'est une question que je me suis posée toute ma vie. Tu sais, moi, j'avais plein de chances dans la vie. J'aurais pu faire ce que je voulais, aller dans plein de différentes... tu sais, travailler pour des grandes compagnies, n'importe... J'avais plein d'options, mais j'ai dit, non, je veux devenir enseignant parce que pour moi, c'était une façon concrète de pouvoir avoir le plus grand impact de mes 20 ans, de mes 25 ans. Et je cherchais toujours à avoir le plus grand impact. C'est sûr que plus tard dans la vie, je vais pouvoir avoir encore de l'impact, mais il n'y a rien comme l'impact qu'on peut avoir pour servir sa communauté, son pays, avancer les choses dans la bonne direction. Que d'être le boss. Que d'être premier ministre au service du pays. Puis est-ce que vous allez retourner à l'enseignement un jour? Parce que vous ne resterez pas premier ministre jusqu'à... Vous allez aller marcher dans la neige avant l'âge de votre père, j'imagine? Oui, mon père était plus vieux que moi, que je le suis maintenant, quand je suis né. Il avait 51 ans quand il a eu son premier fils, alors son premier enfant. C'était vous, ça? C'est moi, ça, oui. Mais... Pour moi, j'y pense pas trop. Je suis dans le moment. Écoute, j'ai tellement de choses à faire maintenant. Cette pandémie a été lourde en tant que premier ministre. Il a fallu qu'on fasse énormément de choses. On a envoyé 8 $ sur 10 de tout l'argent qui est arrivé dans les poches des Québécois, des Canadiens. C'est venu du gouvernement fédéral. On a été présents dans la vie des gens. Et même dans toute cette difficulté, on a énormément appris sur comment on peut aller encore plus vite. Alors moi, j'ai hâte là, de pouvoir prendre ce qu'on a appris pour la pandémie, de comment faire les choses, pour aller plus vite contre les changements climatiques, plus vite pour défendre les femmes, plus vite sur les garderies, plus vite sur la crise du logement, plus vite sur plein de gros enjeux qui sont super importants pour les gens. OK, fait que vous n'êtes vraiment pas sur le bord de retourner enseigner. Non, non, j'ai hâte un jour, mais pas tout de suite, c'est loin de ça. Il y avait quand même des avantages à être le fils du premier ministre. Vous avez eu la chance de rencontrer Lady Diana. Oui, quand j'étais tellement jeune, tu sais, on rencontrait des gens importants de temps en temps, et j'ai trouvé ça cool de la rencontrer, mais elle est passée super vite. Est-ce que ça s'est bien passé? Ben, avez-vous fait une bonne impression? Ben, c'est qu'elle s'en venait pour passer un peu de temps à la piscine à côté de chez nous, et on était là en train de jouer, moi puis mon ami. Et quand elle est passée tellement vite, j'étais comme, OK, elle voulait pas s'arrêter, elle parlait à des enfants de 12 ans. Je me retourne vers mon ami Jeff, puis il était comme, oh my God, c'était tellement cool, ça. Puis moi, j'étais comme, elle passait bien vite, là, mais non, juste d'être proche d'elle. La trouviez-vous cute quand vous étiez adolescent? C'était un pétard, quand même? Je me souviens pas de ça. J'étais encore un petit peu trop jeune. Là. Moi, j'ai été jeune longtemps par rapport aux filles. Vous n'étiez pas vite avec les filles? Non, vraiment pas, là. Ben, d'ailleurs, avec Sophie, vous n'étiez pas vite pantoute? On a pris notre temps pour s'assurer que c'était la bonne et que j'étais le bon. Ben, vous avez envoyé un courriel, vous n'aviez même pas répondu. Disons qu'on était tous les deux dans une phase un peu compliquée dans notre vie personnelle. Puis moi... je voulais... Parce que dès que j'ai rencontré Sophie, je savais que c'était quelque chose de sérieux, avec énormément de potentiel, puis je voulais pas aller trop vite, je voulais pas manquer mon coup. Il fallait que j'arrange quelques éléments dans ma vie avant de pouvoir me tourner et me concentrer juste sur elle. Comme un candidat à occupation double. Il fallait que vous soyez célibataire. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Dans votre livre, qui est très touchant, vous partagez beaucoup de choses assez profondes sur la bipolarité de votre mère, entre autres. Vous dites dans ce livre-là, qui s'intitule « Terrain d'entente », que quand vous entendiez vos parents crier, vous plongiez dans vos BD, dans vos bandes dessinées pour vous évader. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous comme petit garçon, d'entendre les cris de ses parents ou de vivre le divorce de ses parents? C'était d'abord de comprendre que... Il y a des enfants qui trouvent que c'est de leur faute que leurs parents se séparent. Moi, je savais qu'on vivait dans une vie
extrêmement difficile, que ma mère faisait face à des choses personnelles, sa lutte avec la santé mentale, tout ça, qui voulait dire que non, c'était pas à cause de moi que le mariage n'a pas fonctionné, mais j'aurais bien aimé ça être assez pour qu'elle reste quand même si c'était difficile. Et pour un petit garçon de 7 ans qui adorait tellement ses parents, qui avait eu... J'ai trouvé ça difficile. Et oui, je m'évadais dans mes romans, dans les bandes dessinées, dans toutes sortes de choses. Mais j'ai compris à quel point il fallait laisser les gens vivre leur vie. Et ma mère, j'y pense, là, ma mère avait 25 ans dans ces années-là. Là. C'est tellement une vie pas facile que je ne l'ai jamais blâmée, mais on trouve ça difficile. On ne parlait pas de santé mentale à l'époque, on ne parlait pas de ces problèmes-là, c'était tabou. Je me souviens d'ailleurs que des années plus tard, j'avais montré une photo, il y avait une photo de ma mère jeune, elle était dans la trentaine, puis elle a regardé une photo, j'ai dit « Ah non, t'as donc bien les cheveux courts, maman? » Elle dit « Oui, je souffrais vraiment de beaucoup de dépression à ce moment-là. » Et c'était un déclic pour moi elle souffrait de dépression. Tu sais, je le savais même pas. On n'en parlait pas de la santé mentale. Et ça m'a amené, d'ailleurs, de l'accompagner dans ses défis, mais ça m'a amené comme chef à chercher, et dans mon équipe, mais aussi dans les politiques qu'on met de l'avant, de faire beaucoup plus de place pour la santé mentale dans la façon qu'on travaille, mais aussi... Tu sais, je dois dire que je fais des rencontres publiques régulièrement à travers le pays, avant la pandémie et j'espère bientôt. Mais c'est toujours les jeunes maintenant qui viennent me parler de santé mentale, qui me disent « OK, on a besoin de plus d'aide, j'ai un ami qui souffre de dépression ou n'importe quoi. » Cette déstigmatisation, c'est extraordinaire. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui lèvent la main pour dire « j'ai besoin d'aide » et notre système a été conçu un petit peu pour une ère de stigmatisation. Donc, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde qui, tout à coup, dire « je veux aider ». C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on promet je pense que c'est 6 milliards de dollars dans les prochains 5 ans pour la santé mentale qui sera livrée par les provinces. Hashtag belle cause. Merci. Vous êtes aussi réfugié dans la poésie. Parce que quand on souffre, souvent, on peut se réfugier dans les arts, et c'est ce que vous avez fait. Et est-ce que vous êtes capable encore de réciter un de vos poèmes préférés, ou vous avez tout oublié ça, là? Non, j'oublie pas. Mon père me lisait Cyrano de Bergerac quand j'avais 6-7 ans. Et pendant longtemps. Et pour moi, tu sais, tout le monde connaît Cyrano, la tirade du nez, c'est bien connu. Mais moi, c'était un autre passage. C'était le passage du non-merci, où Cyrano se fait dire « Arrête d'être si indépendant, prends-toi un patron, prends-toi... Tu sais, sois plus gentil avec l'aristocratie, ils vont pouvoir te payer des choses. » Et lui, il dit « Non, merci, non, merci, non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde clair, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre. » Et ça continue. Là. Bravo! Bravo! Cet esprit de poète et de guerrier, j'ai toujours aimé ça, cette combinaison. C'est une ode à l'indépendance, ça, de Edmond Rostand. Bien, vous la déclamez très bien. Monsieur Trudeau, vous restez avec nous. On poursuit l'entrevue après la pause. Merci beaucoup.